Donc avant que je commence, je tiens à vous remercier de m'inviter dans ma ville de cœur. Donc je suis Slimane Dermech, je suis oncologue médical à Marseille. Et mes remerciements vont en premier lieu à mon ami de toujours, le docteur Chaouch Karim. Et puis bien sûr au président du congrès, le docteur Djebar, et le président de l'association arabe, docteur Balouli. Je vais essayer de voir si ça marche. Oui, ça marche. Ça doit marcher. Donc voilà, le thème, c'est les métastases osseuses du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Donc c'est tout un parcours que je vais essayer de décliner au travers de ma présentation. Le topo, c'est celui-là. Donc il y a 6 chapitres. Je vais essayer d'être dans les temps. Je crois que j'ai 20 minutes. Donc les 2 premiers chapitres, je les ai regroupés. En introduction, j'aurais tendance à dire que l'os est une localisation tumorale secondaire ubiquitaire d'un grand nombre de pathologies tumorales malignes. L'os occupe, c'est hyper important pour un cancérologue et pour un médecin tout court, le 3e rang des sites métastatiques après le poumon et le foie. C'est-à-dire en situation métastatique, l'os vient en 3e position par rapport aux sites secondaires. Et la métastase osseuse, on verra un peu plus tard dans le détail, touche 20% des patients traités pour cancer et constitue la principale cause des douleurs chez les patients traités atteints de cancer. Je préfère dire traités pour cancer. Les métastases osseuses, sur le plan thérapeutique, oui. Oui, très fort, ok, merci. C'est bon comme ça? Parfait. Les métastases osseuses, oui, je m'entends pas, c'est ça au fait, c'est ça. Je remonte un peu, ça va? Je monte un peu? Encore? Les métastases osseuses, sur le plan thérapeutique, posent une triple problématique. Donc la problématique de la prise en charge locale, que je vais détailler plus tard, dans quelques minutes. La prise en charge systémique, donc c'est la douleur et l'hypercalcémie, et la prise en charge de la pathologie tumorale maligne primitive, dont je ne vais pas du tout parler parce que ce n'est pas le but. Vous avez bien compris, on a bien compris que les métastases osseuses étaient fréquentes, 20% des patients atteints de cancer. Quelle en est la raison? La raison est toute simple. C'est que le tissu osseux est un filtre à cellules richement vascularisé, donc ce qui constitue une situation assez propice, assez favorable à la colonisation par les cellules tumorales. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est 1889, monsieur Stephen Paget, qui est le fils de James Paget, qui a donné le nom à la maladie de Paget. Et qui, par hasard, la maladie de Paget constitue le seul diagnostic différentiel concernant les métastases osseuses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est ce que j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine. Les lésions osseuses malignes donc, résultent d'un déséquilibre, donc il y a une destruction plus importante dans l'ostéolyse et inversement dans l'ostéocondensation. Les 2 types de lésions coexistent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lésions ostéolytiques sont les plus importantes sur le plan de la fréquence. Elles représentent 75% des cas. Les lésions ostéocondensantes, 15%, et on peut avoir les lésions mixtes dans 10% des cas. Et ça, c'est la théorie du sol et de la graine. Donc les lésions, le tissu osseux constitue un terrain favorable à la graine qui est la lésion secondaire. Quels sont les cancers les plus estéophiles? On a appris ça quand on était étudiant en médecine. Donc c'est le sein chez la femme, la prostate chez l'homme, et dans les 2 genres, c'est le poumon, le rein et la thyroïde. Mais ce qui est important à savoir, c'est que cette atteinte secondaire, elle peut être d'emblée au diagnostic de la pathologie tumorale maligne. Donc c'est variable en fonction de la pathologie tumorale maligne. Donc ça varie de 5% pour les tumeurs digestives à 30% pour les cancers de prostate. Et aussi une chose importante, c'est l'aspect radiologique. Donc l'atteinte lytique est importante dans le cancer du poumon et l'atteinte ostéocondensante est importante dans le cancer de la prostate. Et puis, par rapport à ce qu'on a connu quand on était étudiant en médecine, il faut savoir que toute pathologie tumorale maligne peut être pourvoyeuse de lésions secondaires. Donc c'est hyper important de le savoir. Et puis dans 20% des cas, l'atteinte tumorale maligne ne consiste exclusivement, non, elle n'est représentée exclusivement que par l'atteinte osseuse elle-même. Il n'y a pas de lésion primitive. Donc c'est hyper important aussi de savoir, quand on fait tout le bilan d'extension et on ne retrouve rien, dans 20% des cas, il n'y a pas de tumeur primitive. Quels sont les sites les plus importants en matière de localisation osseuse? Donc
ça touche essentiellement le squelette axial, dans 80% des cas. Il y a une corrélation entre l'atteinte métastatique et la zone de production de la moelle osseuse, ce qui explique que le rachis est la lésion, enfin, le site métastatique le plus fréquent, représentant 34% des lésions osseuses secondaires. Ça, c'est un patient que je suis personnellement. Donc, c'est atteinte osseuse au diagnostic du cancer de prostate. Donc, il est venu avec ce scanner. On verra un peu plus. C'est un cas clinique que je vais présenter si j'ai le temps. Donc voilà, au diagnostic, il y a une atteinte osseuse qui touche essentiellement le rachis avec des lésions lytiques. Quelle est la démarche diagnostique quand on a des lésions osseuses? À mon avis, ce qui est important à savoir, c'est de rechercher la lésion primitive. Donc cette recherche de la lésion primitive, donc autant que faire se peut, il faut rester clinicien, donc il faut faire un bon examen clinique, donc un examen mammaire chez la femme, un toucher rectal dans les deux sexes, mais notamment chez l'homme, et bien sûr un examen en fonction du symptôme présenté par le patient. Un bilan sérique, il y a des marqueurs tumoraux qui peuvent éventuellement nous orienter, un CA15-3 pour le cancer du sein, l'ACE pour les tumeurs digestives et le PSA pour le cancer de la prostate. Il faut aussi faire un bilan iconographique minimal, donc un scanner TAP, un scanner thoraco-abdominopelvien, une scintigraphie osseuse et bien sûr des examens en fonction du symptôme. Chez la femme, la mammographie bilatérale est obligatoire et chez l'homme, l'échographie prostatique, voire l'IRM prostatique. Donc ça, c'est la recherche du primitif. Dans 20% des cas, on ne retrouve pas la tumeur primitive. Donc à ce moment-là, la biopsie s'impose. Donc c'est la question qui se pose, est-ce qu'on fait la biopsie ou non? Dans 20% des cas, pas de tumeur primitive, donc il faut faire une biopsie osseuse. Cette biopsie osseuse elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique. Pourquoi thérapeutique? Parce qu'en fonction de la pathologie tumorale qu'on va retrouver, par exemple dans le cancer du poumon, selon certaines anomalies génomiques, on peut diriger la prise en charge thérapeutique. Et bien sûr, un bilan iconographique complémentaire, si on a les moyens de le faire, c'est la TEP-FDG. On dit TEP, on ne dit pas le TEP, on dit la TEP, parce que c'est la tomographie par émission de positons. Et puis, quand on retrouve la tumeur primitive, ce qui représente donc 80% des cas, est-ce qu'on est en droit de faire la biopsie ou non? C'est une question qui se pose. Donc, les exceptions ou les indications de la biopsie osseuse en cas de tumeur primitive retrouvée, c'est un intervalle libre lent, c'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple un cancer du sein. On a traité par exemple une patiente pour un cancer du sein en 2015 et en 2020, elle se présente avec une tumeur osseuse unique. Donc, on ne sait pas. Donc, pour être sûr de l'atteinte secondaire osseuse liée au cancer du sein, donc l'atteinte secondaire, ça suffit à lui-même, ça suffit à décrire le cas. Donc, on fait la biopsie et puis, de temps en temps, on tombe sur des surprises. Mais pour documenter l'atteinte secondaire d'une manière formelle, il faut faire, à mon avis, la biopsie. Localisation osseuse unique pour un cancer quelconque. Cancer primitif, non classiquement ostéophile. Les cancers digestifs avec lésion unique, à mon avis, il faut le faire. Ou en cas d'implication thérapeutique, comme je disais tout à l'heure, cancer du sein, cancer du poumon. Quelques cas. Donc, c'est un cancer de l'œsophage métastatique osseux. Donc, ce cas-là, on a biopsié la lésion costale. Donc, c'est un patient qu'on a traité en 2018. Et en milieu 2019, ou fin 2019, il nous a fait cette lésion osseuse. On était obligé de faire la biopsie pour être sûr d'une part de l'atteinte secondaire et d'autre part de l'indication thérapeutique parce qu'en première ligne métastatique d'un cancer de l'œsophage, il y a une thérapie ciblée qui s'appelle l'herceptine. Donc en fonction du statut HER2, on peut indiquer l'herceptine ou pas. Donc c'est hyper important. Je passe à autre chose. Quel est le timing de survenue de la métastase osseuse? Ce timing peut varier, il peut être synchrone du cancer primitif. Donc vous avez un cancer primitif au diagnostic, on a une atteinte osseuse. Donc c'est le cas de ce patient, c'est un cancer de l'œsophage. Au diagnostic, il y a la tumeur primitive avec les flèches au niveau de l'œsophage et au niveau du médiastin. Et puis il y a deux lésions osseuses au niveau de la vertèbre et au niveau du pelvis. Et là, à ce moment-là, à mon avis, il n'y a pas d'intérêt à faire de biopsie parce qu'il y a deux lésions osseuses et le patient il avait mal. Donc c'était assez classique, enfin assez pathognomonique. L'atteinte secondaire osseuse peut être métachrone, c'est-à-dire survenant au décours de l'évolution de la maladie primitive. Et donc ça, c'est le cas d'un patient
qui suivent un cancer ORL. 2 ans après, il a fait cette lésion osseuse costale qu'on n'a pas biopsiée parce qu'il y a des lésions pulmonaires, donc c'est multimétastatique, donc on l'a considéré comme métastatique osseux et on l'a traité comme tel. Un thème important, quels sont les examens à faire une fois que le diagnostic est fait et quel est le choix des examens. Donc, dans le bilan d'extension, à mon avis, la scintigraphie osseuse s'impose. Et si on a la chance d'avoir la TEP, on le fait. Donc, pour identifier le risque fracturaire, donc la radiographie standard pour les lésions des os longs et la corticale, le scanner pour le bassin et le rachis, la scintigraphie osseuse couplée au scanner, si on a les moyens de le faire. Et pour identifier le risque compressif, il n'y a pas mieux que l'IRM et éventuellement le scanner pour le bassin et le rachis également. 4e chapitre, c'est la prise en charge thérapeutique. Donc je vais exclusivement parler que des événements osseux, je ne vais pas parler de la prise en charge de la tumeur primitive. Donc la prise en charge thérapeutique, on en a parlé, donc j'ai assisté depuis le début de la session, donc on a parlé de plein de choses. Donc ce qu'il faut savoir que les complications induites par les métastases osseuses, c'est un thème qui est reconnu par tout le monde et sur lequel il y a plus fréquemment des publications. On appelle ça les événements osseux ou squelettiques. Les Anglais ou les Anglo-Saxons appellent ça les Skeletal Related Events, SRE. Donc ils sont bien définis, il y en a 4. C'est la radiothérapie osseuse, non, la douleur osseuse nécessitant la radiothérapie, la fracture pathologique, la compression médulaire et l'hypercalcémie maligne. Donc vous avez les fréquences de ces événements, 33%, 25, 28 et 4. Concernant l'hypercalcémie maligne, dans les tumeurs primitives, on va dire non hématologiques, ça veut dire les tumeurs primitives solides, l'hypercalcémie est rare, mais elle peut être gravissime, elle est rare, c'est 5% des cas selon la littérature, contrairement à ce qui est dans le myélome où elle est aux environs de 30%. Donc c'est important de savoir que les complications les plus importantes, c'est les SRE. Quelle est l'incidence des SRE? C'est également important à savoir que cette incidence est variable en fonction de la tumeur primitive. Elle est de 64% dans le cancer du sein en 24 mois, 49% dans le cancer de la prostate, 46% dans les autres tumeurs solides. Et puis, le nombre moyen de SRE par patient et par année est également variable et dépend également de la tumeur primitive. Assez fréquent dans le sein, c'est 4 événements par an et par patient, aux environs de 2 en matière de prostate et aux environs de 3 pour le poumon et les autres tumeurs. Quels sont les moyens thérapeutiques médicaux? Donc on en a parlé, donc c'est les biphosphonates. Donc il y a 2 classes thérapeutiques, les biphosphonates d'un côté, les denosumab, les anti-ligands de l'autre côté. Ce qui est important à savoir, c'est que quelle est l'indication des bénéfices. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut les utiliser avec les autres moyens thérapeutiques et que leur utilisation permet de diminuer le risque de survenue des événements osseux, retarder leur survenue et traiter l'hypercalcémie si elle survient. L'efficacité, elle est démontrée d'une manière significative dans plusieurs publications, dont j'en ai retenu une. Donc voilà, il y a une réduction de ces SRE. La réduction, elle va de 30 à 60% en fonction de la pathologie primitive. Donc c'est un traitement qui est assez efficace. Mais avant d'utiliser ces 2 classes thérapeutiques, il faut prendre certaines précautions. Il faut une évaluation bucco-dentaire, c'est médico-légal. Il faut un apport calcique avec un apport vitaminique D. Il faut un panoramique dentaire au départ de la prise en charge, éventuellement annuellement. Et puis le traitement au jour d'aujourd'hui, ce qui est recommandé en cancérologie, c'est 2 ans. Mais on peut éventuellement prolonger cette durée au cas par cas si on trouve qu'il y a un bénéfice. Je voulais parler de ça, c'est hyper important. Je vous assure, il suffit d'un cas et vous allez vous souvenir toute votre vie. L'ostéonécrose mandibulaire, on en a parlé. Donc c'est une perte osseuse qui commence par des douleurs osseuses. Il faut les différencier des métastases osseuses. Il ne faut pas qu'il y ait de métastases. Pour parler d'ostéonécrose mandibulaire, il ne faut pas qu'il y ait d'antécédents de radiothérapie mandibulaire et d'antécédents de métastases maxillaires. Mais c'est un événement qu'on ne peut que prévenir. Et pour prévenir, il faut faire un panoramique dentaire et écouter les patients. C'est hyper important. Moi, j'en ai vu 2 ou 3 cas, je peux vous dire que c'est effrayant. Comment utiliser sur le plan pratique les inhibiteurs de la résorption osseuse? Donc on en a parlé, c'est des perfusions, soit
perfusion IV, soit perfusion cutanée. On va pas, comment dire, tout a été dit par rapport à ça. Par contre, le rythme, oui, je voulais parler du rythme. Le rythme en cancérologie, c'est 1 fois par mois pour le Zometa et pour le Denosumab. Vous allez me dire, on peut se poser la question, quel est le meilleur médicament. Donc il y a des essais de phase 3 qui ont été publiés. Donc le Denosumab paraît plus efficace que l'acide hyaluronique dans le sein et dans la prostate, mais pas dans les autres tumeurs, notamment le myélome. Mais ces deux molécules, si on les utilise une en fonction de ce qu'on a. Hein, mais voilà. Pour parler d'une manière maintenant focale, la cimentoplastie, donc on en a parlé. Donc c'est du ciment qu'on injecte au niveau de la lésion osseuse. Ce qu'il faut retenir comme message, c'est que la cimentoplastie n'a pas d'effet antitumoral. Donc elle ne peut être proposée qu'à titre palliatif. Donc elle peut être associée éventuellement à la radiothérapie. Ça, c'est des exemples qu'on a eu dans le service. Il y a d'autres traitements, d'autres techniques de traitement focal. C'est la radiofréquence notamment qui est en vogue actuellement. Et ce qui est important à savoir par rapport aux nouvelles techniques, aux autres techniques ablatives, c'est qu'elles ont un effet antitumoral. Donc c'est intéressant pour les oligométastases et les métastases uniques. La chirurgie, bien sûr. Donc il faut la mettre en route dès que c'est possible. La radiothérapie, donc soit en post-opératoire, soit à titre exclusif. Le pronostic, donc c'est hyper important, à mon sens, c'est la chose, c'est le, comment dire, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là, c'est le pronostic des métastases osseuses. Ce pronostic est multifactoriel, donc on va décliner un peu ces quatre items. Pronostic en fonction du cancer primitif. Donc le cancer primitif, le pronostic dépend du cancer primitif. Vous allez me dire que c'est logique, mais bon, il faut le prouver. Donc le cancer, la métastase osseuse est plus grave en cas de cancer de poumon qu'en cas de cancer du sein. Donc ça, c'est des chiffres je ne sais pas s'il faut retenir, mais le message, c'est que la survenue de métastase osseuse dans un cancer du poumon est plus grave que sa survenue dans le cancer du sein ou de la prostate. Le pronostic dépend également de l'extension osseuse. C'est un article très intéressant où il y a une classification qui a été publiée. Ça ne concerne que le cancer de la prostate, mais ça peut, à mon sens, nous aider à réfléchir. Donc, en fonction du nombre de lésions, le pronostic dégringole. Donc, il passe de 96% à 2 ans en cas de nombre de lésions inférieur à 6, jusqu'à 43% quand ces lésions osseuses occupent 75% de la surface osseuse. Donc c'est la classification de Soloway. Avant de préparer ce topo, je ne connaissais pas ça. Hein. Donc voilà, mais ça ne concerne que le cancer de la prostate. La lésion osseuse et la localisation de la lésion osseuse dans le squelette, donc les lésions axiales sont moins graves sur le plan pronostic que les lésions appendiculaires. Donc les lésions appendiculaires sont plus graves que les lésions axiales. Donc c'est aussi un message à retenir. La douleur osseuse, quand il y a une douleur osseuse qui accompagne une lésion osseuse, c'est également de pronostic défavorable. Est-ce que le traitement par biphosphonate apporte quelque chose? Ce papier l'affirme d'une manière significative avec un hazard ratio à 0,60. Donc quand on utilise les biphosphonates en cas de lésion osseuse, on améliore le pronostic. Ça, c'est hyper important, à mon sens. Donc, la survenue de lésions osseuses entraîne des SRE, ça veut dire des événements osseux. Cette survenue entraîne ce qu'on appelle des problèmes, une surcharge économique. Cette surcharge économique, c'est un papier qui vient de paraître, ça fait à mon avis 6 mois. Il a évalué le surcoût de la prise en charge économique hospitalière, d'une manière globale, intra-hospitalière, extra-hospitalière et même pharmaceutique. Donc quand on regarde ce papier, on se rend compte qu'un patient qui a un SRE versus un patient qui n'en a pas, c'est 67 000 $ par an de plus. Donc la survenue d'un SRE chez un patient qui a des métastases osseuses entraîne un surcoût de prise en charge financière assez important selon ce papier. Vous allez me dire que c'est aux États-Unis, mais bon, c'est un papier qui mérite d'avoir été publié moins de 6 mois, donc c'est dans un journal assez intéressant. Donc voilà, c'est hyper important de le savoir à mon sens.
que la survenue de SRE chez des patients atteints de métastases osseuses entraîne un surcoût médico-économique. Là, si j'ai le temps, je vais vous présenter un cas rapidement. Donc, c'est un patient que je suis, c'est un médecin qui s'est présenté avec ce tableau. Donc, 69 ans, sciatalgie. Il voit son rhumatologue qui est un ami, c'est un de ses amis, PSA 430. Il lui demande de faire un scanner, il trouve un tassement de L1, c'est vraiment un tassement. Et puis, à l'examen clinique, il y a les douleurs osseuses, la diplopie. Et le toucher rectal, il y a une prostate un peu inquiétante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une démarche diagnostique, comme on fait souvent. Scintigraphie osseuse, on retrouve les lésions. Scanner TAP, on fait une scintigraphie osseuse, scanner TAP, échographie prostatique. Donc, sur la scintille osseuse, on retrouve toutes ces lésions. Sur le scanner, on trouve des ganglions et bien sûr une atteinte osseuse. La scintille, elle est là. Et on l'adresse à un orthopédiste pour cette lésion au niveau du col de l'humérus. Il dit, je ne l'opère pas. Donc on ne l'opère pas, on lui fait la radiothérapie. Bien sûr, on documente l'atteinte prostatique, donc on est obligé d'avoir un diagnostic de cancer. Et on fait un scanner cérébral, on a une atteinte au niveau de l'os sphénoïde. Donc on fait la radiothérapie sur le sphénoïde et on le traite. 2 ans après, donc je le traite par la chimio et tout ce qui va avec, peu importe. 2 ans après, il évolue au niveau du col de l'éphémur droit, du col fémoral droit, et malheureusement, il fait cette fracture et on fait un enclouage. Et la question qui se pose, j'insiste, c'est hyper important. J'ai dit au départ pour les biphosphonates qu'on pouvait les utiliser au diagnostic, sauf pour le cancer de la prostate. Quand il s'agit d'une phase d'hormonosensibilité, parce que le cancer de la prostate, il passe d'une phase d'hormonosensibilité à une phase d'hormonorésistance. L'AMM des biphosphonates, je ne sais pas si vous le savez, l'AMM des biphosphonates dans le cancer de la prostate ne concerne que la phase de résistance à la castration. On n'a pas le droit de donner des biphosphonates chez un patient, malgré l'atteinte osseuse qui est phénoménale, parce que ça n'apporte rien. C'est un essai de phase 3 anglais qui a démontré, ça n'apporte rien ni sur la douleur, ni sur la survie, ni sur la solidité osseuse. Donc c'est vraiment un truc de cancérologue. J'en parle parce que quand je vois des patients qui viennent d'ailleurs pour des deuxièmes avis, ils ont déjà reçu du biphosphonate pour en phase d'hormonosensibilité. Juste en aparté. Donc on l'a traité. Il y a une prise en charge multidisciplinaire. Donc il y a le médecin généraliste, le spécialiste d'organes, le rhumatologue, le radiologue, l'urologue, la chirurgie orthopédique, le radiothérapeute et l'oncologue médical. Voilà, donc prise en charge pluridisciplinaire. Donc j'ai fini bientôt. La conclusion, c'est un thème pluridisciplinaire, multidisciplinaire, où plusieurs spécialités interviennent. Donc c'est pour cela qu'on a créé depuis maintenant 5 ans en France, dans les centres où on traite les pathologies malignes, une RCP métaos, donc où il y a le radiologue, le radiothérapeute, l'oncologue médical, le chirurgien orthopédique pour définir la meilleure stratégie thérapeutique et pour prévenir notamment les événements, les éventuelles complications et les SRE. Et puis, il y a aussi un groupe européen d'études des métastases osseuses. J'ai appris ça en fouillant un peu. Donc, il y a un groupe qui s'est spécialisé en Europe pour la prise en charge globale des métastases osseuses. Et j'en ai fini. La conclusion, c'est que les métastases osseuses constituent un événement très fréquent dans l'histoire évolutive de nombreuses pathologies tumorales malignes, que la survenue des métastases osseuses grève la qualité de vie des patients et le pronostic vital, responsable d'une morbidité importante par la survenue des SRE et engendre par conséquent un surcoût médico-économique. Le pronostic des métastases osseuses est multifactoriel, dépend du cancer primitif. Donc les métastases osseuses du cancer de la prostate sont moins graves que celles du cancer du poumon. Le nombre de lésions osseuses, quand il s'agit de nombres supérieurs à 4, le pronostic il devient un peu péjoratif. Le site osseux atteint, les lésions axiales sont moins graves que les lésions appendiculaires. La coexistence de douleurs, quand il y a des douleurs qui s'associent à l'atteinte osseuse, c'est de pronostic défavorable. Et l'utilisation des inhibiteurs de la résorption osseuse qui constituent leur utilisation permet d'améliorer le pronostic. Et puis, ça c'est mon invention. Ça, vous n'allez pas retrouver cette rave dans la littérature. Seule localisation tumorale secondaire qui bénéficie d'un traitement spécifique
individualisé, validé. C'est le seul. Le cancer du poumon, on enlève la métastase osseuse. Il n'y a pas de traitement systémique. Le cancer de la prostate, le cancer de l'atteinte secondaire pulmonaire, on l'enlève chirurgicalement ou focalement. L'atteinte secondaire hépatique, on l'enlève chirurgicalement ou focalement. Mais c'est la lésion osseuse secondaire, c'est la seule lésion pour laquelle existe un traitement par voie parentérale. Donc c'est vraiment original. Bon, je ne sais pas si vous êtes impressionné, mais en inventant cette phrase, j'étais impressionné par moi-même. Et puis, c'est comme ça. Les métastases osseuses constituent un véritable challenge thérapeutique où il y a une prise en charge multidisciplinaire. Et voilà, les RCP Métaos permettent d'améliorer la prise en charge globale. Et ça pour vous faire plaisir.